Bonsoir à tous et à chacun. C'est toujours un plaisir énorme de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous allons échanger avec Monsieur Albert Angbana Maté Zimbombo, qui est président de la société civile citoyenne. Avec lui, nous allons parler de l'actualité qui reste dominée par la visite du président français en République démocratique du Congo. Monsieur Albert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Et avant de parler de l'actualité qui reste dominée, comme je l'ai signifié par la présence de Macron à Kinshasa, comment vous allez et comment se porte votre ouvrage où vous faites allusion à la décentralisation? Oui, je me porte bien. Les livres aussi se comportent bien sur le marché. Ça fera bientôt une année que les livres sont sur le marché. Intitulé la décentralisation politique et administrative. Absolument, la décentralisation politique et administrative, rétrospective d'un processus laborieux et délicat. Voilà, c'est ça l'ouvrage. Vous gardez quelle image de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa? Bon, j'ai plutôt remarqué que nous sommes entrés dans une nouvelle ère des relations nord-sud, et qu'on est comme ça, un président africain et un président, surtout le président français, en train de débattre et de se dire des vérités, parce qu'en fait, non, ils se sont dit des vérités que j'ai appréciées. De part et d'autre, ils se sont dit des vérités. Ce ne sont pas des tirs, ça dépend de comment chacun s'y prend. Mais pour moi, ils se sont dit des vérités que j'ai bien aimées. J'aurais bien voulu attendre tout ce qu'ils ont dit là. Parce qu'au fait, les relations entre le Nord et le Sud, c'était une relation teintée d'hypocrisie. Mais là, les gens sont sortis de leur gond pour se dire des vérités en face. Ça inaugure une nouvelle ère de coopération Nord-Sud. Je crois qu'il nous revient à nous autres Africains de savoir comment gérer ce nouveau dynamisme qui s'installe dans le rapport Nord-Sud. Parce qu'au fait, comme toujours, l'Occident a toujours considéré que l'Afrique, c'est son mangeoire, c'est là où il doit dicter ses lois, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les Africains se réveillent et qu'un chef de l'État peut se dire de vérité avec un autre chef d'État occidental. Comme ça, moi je crois qu'il faudra que nous puissions plutôt positiver et voir dans quelle mesure exploiter cela en notre faveur plutôt que de nous enliser dans des débats stériles. Non, mais il y a d'aucuns, sous d'autres cieux, d'aucuns ont salué les comportements du président congolais. Il y a aussi des Français qui ont semblé critiquer Emmanuel Macron de s'ingérer aux problèmes qui ne concernent pas la France. Le président Macron l'a même dit dans son discours, dans l'échange qu'il a eu avec le président Tshisekedi, il a parlé de l'opinion de la presse française. Au fait, la presse, c'est une presse libre, ils critiquent leurs dirigeants, ils critiquent tous les autres pays du monde et ça se passe comme ça chez eux. Je crois qu'il est plutôt question que aussi notre presse à nous, au lieu de ne voir que le côté, disons, négatif, qui puisse aussi se situer dans la positivité pour essayer d'exploiter à bon escient ce qui s'est fait là. Parce qu'au fait, là, je dis, c'est une nouvelle ère qui s'installe, l'ère d'un rapport, d'un débat entre présidents, un débat sincère, où les gens se sont dit des vérités. Ça, il faut le remarquer. Lors de l'échange, des échanges entre les deux présidents, on a parlé de cesser le feu entre le parti. Vous croyez à ça? Vous m'avez reçu dans une émission ici, j'avais dit ceci. C'était à l'occasion de l'arrivée du roi Baudouin, du roi belge, quand il est arrivé. Vous m'avez posé la question, pourquoi ne condamnerait-il pas le Rwanda, les M23? J'ai dit, écoutez, le rapport entre les États, c'est un rapport de force, n'est-ce pas? Et ça, le Macron l'a dit. Macron l'a dit. Que nous ne poussions pas si vous n'êtes pas capable d'instaurer l'autorité. Le roi belge était venu, entre autres, pour résoudre le problème de reliques de Patrice Emery Lumumba. Oui, justement. À l'occasion, il y a eu une certaine opinion nationale ici qui croyait qu'il devait résoudre nos problèmes. Alors que nous devons nous comporter en État. Nous sommes indépendants depuis
des décennies, nous devons nous comporter en conséquence et gérer nos problèmes à l'interne. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que nous avons un État en déliquescence qu'il faut refonder. Nous devons refonder l'État. Et puis Macron l'a dit. Hein? Il a dit, vous n'étiez pas capable de régler, de résoudre vos problèmes de souveraineté, le problème administratif et tout ça. Bref, il a là cité les piliers sur lesquels on doit refonder l'État. Et nous devons être en mesure de comprendre ce discours-là, plutôt que de nous enliser dans des querelles stériles. La manière dont le gouvernement actuel agit, semble agir, vous pensez que refonder l'État, ça va intervenir bientôt? Non, c'est-à-dire, comme je l'ai toujours dit là, la refondation de l'État appelle de la part de tout le monde, l'effort de tout le monde. Ça sera un problème de longue haleine. Oui, c'est-à-dire, un État ne se gère pas comme une boutique. Hein. Quand on dit refonder l'État, c'est-à-dire jeter les bases de la refondation de l'État, ça doit prendre du temps. Mais il faudra que les différents acteurs se mettent d'accord. Si on a vraiment des hommes d'État dans ce pays-là, ils peuvent se mettre d'accord. Le gouvernement de Wario doit procéder comment, par exemple, pour arriver à mettre les jalons qui puissent refonder l'État? Non, mais le gouvernement actuel est sous pression de l'opposition qui veut tout de suite prendre aussi le pouvoir. C'est du haut de toi de là que je m'y mette, j'y suis et j'y reste. Or, avec ça, on sera toujours pressé d'organiser les élections après 5 ans. Or, les élections ne sont pas une panacée. Les élections ne sont pas une fin en soi. On organise les élections parce qu'on doit... les élections sont un mécanisme de remplacement du personnel politique pour essayer de porter le projet porteur du développement par rapport au peuple. Mais si les élections, on doit engloutir autant d'argent, simplement parce que moi aussi je dois venir, mais tu viens faire quoi? Parce que les fondamentaux d'un État n'existent pas encore. C'est ça que Macron a dit et nous sommes dans cette situation. Et le président Tshisekedi, le sachant bien, ne pouvait pas s'en défendre. Sinon, il rejetterait la balle au gouvernement auquel il succède. Ce n'est pas responsable. Macron aussi a insisté sur l'organisation de bonnes élections selon les processus électoraux à la RDC. Est-ce que vous trouvez que ce sera correct et inclusif? Non, c'est ça que j'étais en train de dire. Les élections ne sont pas une fin en soi. Ça, je le dis en tant que responsable, en tant qu'homme d'État. Si on veut vraiment que ça marche dans ce pays-là, mettons un peu du côté nos intérêts personnels, laissons un peu le haut tuteur de là que je m'y mette, j'y suis et j'y reste. Voyons qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ayons d'abord un État. Mais lorsque vous êtes fait mandat aussi, il faut plier bagage. Hein? Oui, le mandat, tout ça, ce sont des contraintes. C'est là où, comme on prête le flanc à l'Occident, l'Occident dit on a glissé. Non. Qu'est-ce que nous devons faire d'abord pour que nous puissions avoir un État, plutôt que d'engloutir autant d'argent pour les renouvellements de la classe politique. Et à la fin, on va se rendre compte qu'on a triché, on commence à crier aux tricheurs, et finalement, c'est un cercle vicieux. Nous devons éviter. Il faudra que l'opposition, il faudra que ceux qui sont à faire se mettent ensemble pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour refonder l'État. Quels sont les piliers pour la refondation de l'État. Voilà, moi par exemple, j'ai compris que la décentralisation, quand Macron dit sur le plan administratif, mais c'est la décentralisation. Donc, vous avez un État qui existe, un État de façade. Mais les fondamentaux pour la gestion d'un État n'existent pas. Ce qui fait qu'on ne va pas sortir de l'auberge. Qui dit décentralisation dit l'État refondé? Oui, j'ai dit la décentralisation, en fait, c'est une réforme pour transférer le pouvoir aux entités, aux autres composantes de l'État pour que l'on puisse développer à partir de la base. Voilà, c'est une réforme. Nous devons réformer les différents secteurs de la vie nationale. Il a parlé de la sécurité. Il y a l'armée, il y a comme ça la fonction publique et d'autres secteurs fondamentaux pour la refondation d'un État. Mais par rapport au projet de développement de 145 territoires et la décentralisation politique et administrative, comme vous le faites allusion dans votre ouvrage, il y a un rapprochement? Oui, vous verrez il y a par des exemple... points de convergence et de divergence. Vous verrez par exemple que
la décentralisation La elle-même. convergence arrive à quel niveau et la divergence aussi à quel niveau? Vous verrez par exemple la décentralisation elle-même en tant que projet, en tant que réforme. Hein, nous sommes allés trop vite en besogne, en embrigadant toutes les provinces à la fois, alors qu'on aurait dû y partir hein, progressivement. Si vraiment nous avions le souci de refonder l'État. Maintenant, vous voyez, on met à l'avant-plan les intérêts politiques hein, et on décentralise tout d'un coup toutes les 26 provinces, hein, et on ne sait par où commencer et ça stagne. Alors que, sous d'autres cieux, je vous donne l'exemple de la France. La France a commencé la décentralisation depuis 1800, je ne sais plus combien là, mais depuis 1800. Mais la décentralisation en France est devenue effective en 1980 avec Mitterrand. Hein, c'était un processus, c'est un long processus, mais il faut commencer et y aller méthodiquement, systématiquement. Mais chez nous ici, vous vous rendez compte qu'on est en train de faire ça comme ça, vaille que vaille, donc on n'avance pas. Ça, c'est une chose pour ne prendre que le cas de la décentralisation. Parce que vous parlez de 145 territoires. Mais ce projet-là, ni d'était la course contre la montre, parce qu'il y a 5 ans, il y a les élections. Mais c'est un projet qu'on peut étaler sur 10-15 ans hein, et voir comment on peut revenir comme par le passé avec des enjeux qui étaient dans tous les territoires quand on était encore enfant, dans tous les coins et recoins de la République. Mais maintenant, on est obligé de faire ça vaille que vaille parce qu'il y a les 5 ans. Donc il y a un problème de la refondation de l'État qui pose problème parce qu'il y a ces contraintes d'ordre, comment dirais-je, électoral, politique et tout ça. Mais si les politiciens congolais sont sérieux, on se met d'accord, on refonde l'État, qu'est-ce qu'on fait du côté de la justice? Qu'est-ce qu'on fait du côté du mode de gestion, donc la décentralisation? Qu'est-ce qu'on fait du côté de l'armée? On s'y met, on définit les règles, et celui qui ne respecte pas, et puis la justice fait son travail. Par exemple, les magistrats doivent être payés conséquemment. Un magistrat qui accepte la corruption, on lui donne la peine la plus sévère. Vous allez voir qu'on peut refonder cet État. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage. Mais le président français était à Kinshasa, bien que sa présence a été fustigée, mais nous avons remarqué, ici à Kinshasa, il était les bienvenus. Mais pourquoi il n'a pas condamné directement le Rwanda? Plus d'un Congolais voulait bien attendre sortir de la bouche de Macron, condamner les actes ignobles que le Rwanda a commis négativement dans notre pays, la RDC. Mais il ne l'a pas dit directement. J'ai suivi le président Félix Tshisekedi fustiger le réflexe paternaliste des pays occidentaux, entre autres de la France. Il a dit directement au président Macron, et ça j'ai aimé. Mais je crois que la réponse de Macron aussi ne s'est pas fait attendre pour dire que vous êtes incapable de vous organiser sur le plan militaire, sur le plan... N'attendons pas que l'on vienne vous condamner comme si on berçait un enfant. Non. Soyons responsables et soyons conséquents. Nous devons mettre hors l'état de nuire le Rwanda, et pour ça, il faut que nous ayons un État. Un État, il y a les attributs de l'État, il y a comme ça des institutions, des organisations qui fondent l'État, entre autres une armée. Plutôt que le président Macron a dit, là qu'on est les Rwandais, et puis vous commencez à applaudir. Non, cette hypocrisie-là, je crois que de la part de Macron, ce que je peux relever de positif, c'est qu'il sort un peu du carcan de l'hypocrisie qui a toujours caractérisé les relations entre nous et les pays occidentaux. Ça, c'est positif. Donc, mais il n'est pas hypocrite. La France, pour ne parler que de ces pays, a vraiment des leçons à donner en ce qui concerne la souveraineté et autres concernant les pays africains. Parce qu'on le sait, si on prend les cas de la Libye, si aujourd'hui il y a des désordres au sein de ces pays, c'est entre autres la France de Sarkozy à l'époque. Oui, c'est-à-dire, nous autres Africains et Congolais, nous devons comprendre une chose. Kadhafi a péri, on incrimine aussi la France. Il n'y a pas que Kadhafi, il y a eu Bokassa, il y a eu autant de gens comme ça. Ça fait partie de la politique occidentale et française généralement. Nous avions déploré l'esclavagisme,
nous avions déploré la colonisation, nous avions déploré le néocolonialisme avec en tête la France-Afrique, c'est la France. Aujourd'hui, Macron vient, l'Occident n'a pas changé de politique. L'Afrique, c'est son grenier, c'est là où il doit venir puiser. Ils vont changer de politique. Mais de notre côté, nous devons plutôt réfléchir. Pour réfléchir, Macron vous l'a dit. Vous étiez incapable de restaurer l'autorité de l'État, de créer une administration. Et ça, ce n'est pas seulement Tshisekedi. Il a hérité ça. Il ne peut pas, sur un plateau comme ça, commencer à s'en plaindre. C'est irresponsable. Bref, nous avions le régime précédent, c'est un régime qui a pratiquement liquidé l'État. Et nous devons être sérieux pour refonder l'État. Nous devons nous mettre d'accord pour refonder l'État. Si tout ne s'exécute pas comme souhaité ici en RDC, on voit la situation politique, vous ne voyez pas la France brandir un plan B? Et quel sera ce plan B selon vous? Non, non. Ça, c'est vraiment vouloir spéculer sur le sexe des anges. Mais nous devons être sérieux, analyser et comprendre que l'Occident, l'Afrique, c'est son réservoir, il doit venir puiser là-bas. À chaque fois que l'Africain se réveille, il change de tactique. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que nous ne soyons toujours pas les victimes de cette politique-là européenne? N'est-ce pas? On a eu une série de décolonisation. Et nous avions connu une série aussi de conférences nationales en Afrique. Tu vois, tout ça, on manipule l'Africain et on ne sort pas de l'auberge. De quoi que, pour en sortir définitivement, ayez un État, refondons l'État. Refonder l'État va à l'encontre du haut toit de là que je m'y mette, je reste, sinon on va rester dans ce cercle vicieux-là. Voilà. Voilà, le Congo est resté longtemps les yeux fermés. Notre pays n'a pas défendu sa souveraineté nationale et internationale. Par rapport à la souveraineté, on voit rétablissement de l'État sur le plan militaire, sécuritaire et administratif. Là aussi, Emmanuel Macron a placé un mot. Il dit vrai. Mais c'est ce qu'il est en train de vous rappeler. Si vous étiez un État, mais les Rwandais n'allaient pas s'en plaindre comme ça, attendre que Macron puisse nous caresser dans le sens du poil pour que nous puissions l'applaudir. Non, ça c'est enfanté ça. Nous sommes un État, le Rwanda c'est un État, même s'il a le soutien des Occidentaux. Mais nous avions vu les États-Unis jouer au Vietnam, n'est-ce pas? Non, organisons-nous, prenons conscience que nos politiciens deviennent sérieux. Mais vous le savez que le Rwanda seul ne saura pas quand même anéantir notre pays à la dimension d'un continent. C'est la main noire qui est derrière le Rwanda qui fait que le CP puisse faire le gros dos. Bon, écoutez, je suis sur les réseaux sociaux, on dit que nous aurions reçu l'armement de la Russie. Mais il fallait le faire, attends, n'est-ce pas? Maintenant qu'on le fait, faute conséquente, il faut s'assumer. C'est ça la souveraineté. C'est ça la souveraineté. On doit voir la souveraineté dans ce sens-là. Hein? Ça va déterminer, ça va situer ses intérêts. Il fallait d'abord commencer aussi par constater l'indifférence de la communauté internationale avant d'aller tendre la main à la Russie. Non, mais non, là... Constater l'indifférence, la sourde oreille de la communauté internationale. Oui, mais non, là, cette communauté internationale est divisée. C'est pourquoi on s'est dit, les rapports entre les États, c'est un rapport de force. Donc nous devons nous rendre forts. Les conflits Rwanda, RDC intéressent de moins en moins les grandes puissances par rapport aux conflits Ukraine et Russie. C'est ce que j'étais en train de dire, les rapports entre les États, c'est un rapport de force. Des poids, des mesures. C'est un rapport de force. Avec tout ce que nous avons comme richesse, nous intéressons tout le monde, mais pas pour venir travailler avec nous, mais pour venir piller nos richesses à travers le Rwanda, par le Rwanda interposé, vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas organisés. Si nous nous organisons, nous refondons l'État, nous cessons un peu nos querelles internes, eh bien, nous allons avoir un État fort
et faire face à tous ces problèmes. Vous avez suivi il y a une année le propos du roi belge qui a séjourné aussi à Kinshasa. Vous venez de suivre aussi les propos de Macron. Il y a des points de convergence et de divergence. Il y a le roi belge, il y a le pape, il y a Macron. Voilà. Ils ont dit une chose. En résumé, prenez-vous en charge. Mouzé le disait, prenez-vous en charge. Pourquoi vous voulez pleurnicher? Pourquoi vous voulez toujours tendre la main aux autres? Organisez-vous. Dès que vous êtes organisé, vous avez un État, eh bien, les autres États vont vous considérer, vont vous respecter. Vous allez établir des relations entre États. Voilà, si les pays tentaient de s'organiser, ce sont les Occidentaux qui vont derrière tout ça encore créer des désordres. L'Afrique a du mal à décoller. Pourquoi? Parce que l'Occident a la même mise sur notre continent. Oui, mais l'Occident passe toujours par vous-même. Mais dès que vous prenez conscience qu'on est en train de me manipuler, n'est-ce pas? On est en train de me manipuler, essayer un peu de refonder notre État, ils ne viendront plus. Mais c'est parce que vous ouvrez des brèches qu'ils en profitent. Raison pour laquelle il faut aller aux élections, vous ne trouvez pas à tout prix, parce que pour avoir des dirigeants, que la population a voté dignement, et puis ces dirigeants, ces responsables vont travailler sans problème. Mais non, là, la population n'est jure que sur la tenue des élections. Oui, c'est-à-dire, nous devons, comme je l'ai dit là, nous devons sortir de ces cercles vicieux. Les élections ne sont pas et ne seront jamais une affaire en soi. Les élections, ce n'est pas une panacée. On organise les élections parce que c'est un mécanisme du renouvellement du personnel politique qui doit animer les différentes institutions. Mais si les élections, comme le contexte de notre pays, servent plutôt à un cas ou à un autre de continuer à servir de valet aux Occidentaux, eh bien, on ne sortira jamais de l'auberge. Voilà pourquoi j'ai dit, si nous sommes sérieux, si les acteurs politiques congolais sont sérieux, on s'est dit, bon, mettons un peu de côté cette histoire d'élection, qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous puissions, par exemple, avoir une armée dissuasive? Mais les 1+4 à l'époque, ça n'a pas abouti à des bons résultats. Il y avait par contre des guerres. Oui, des guerres, oui, mais j'ai dit par exemple en 2000, parce que vous parlez 1+4, ce sont les mêmes Occidentaux qui étaient de l'autre côté parce qu'ils disaient que Jean-Pierre Bemba trop nationaliste, il faut l'écarter. On l'a écarté, on l'a même fait arrêter, n'est-ce pas? Et tout ce monde qui s'agite là était du côté de ces Occidentaux-là avec l'autre camp. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons être sérieux, nous devons prendre conscience, nous devons devenir nationalistes et c'est seulement à ce prix-là que nous allons dédouaner notre pays. Sinon, la communauté internationale doit laisser quand même l'Afrique libre et ses dirigeants, vous ne trouvez pas? Le pape l'a dit, ce n'est qu'un aveu. Le pape l'a dit, ce n'est qu'un aveu. Les rapports entre les États, c'est des rapports de force. Voilà, maintenant là, il faut aller aux élections. Martin Fayoulou s'est prononcé là-dessus. Les présidents de la centrale électorale passé, Corneille Nangaa, également aussi a parlé. Corneille Nangaa a semblé dire, l'ancien président de la CENI, qui affirme que le résultat des élections ont été les fruits d'un compromis politique. Que pensez-vous de sa déclaration? C'était le compromis entre qui et qui? Le pays est loin de sortir du gouffre parce que il y a des réactions qui continuent à fuser de partout en guise de protester, de fustiger même les chefs de l'État qui est là, sa politique, sa façon de voir les choses, ainsi de suite. Mais 5 chefs de l'État ont défilé à la tête de ces pays. Kasavubu a été critiqué, abattu, assassiné. Il y a le président Mobutu qui est parti. Il y a Laurent Désiré Kabila. Il y a Joseph Kabila. Malgré les 1+4, c'était toujours de l'échec. Mais non, Tshisekedi est là. Tous ces chefs de l'État, apparemment, ils sont toujours critiqués. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, M. Albert, pour que ces pays puissent sortir du gouffre? Que la population de la RDC mange à sa faim,
qu'on décolle quand même, parce que là, ce sont il y a des commérages, il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup à faire. Absolument. C'est-à-dire, comme vous le dites si bien, on n'est jamais sorti de l'auberge et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous devons, nous autres, prendre conscience que nous sommes obligés d'avoir d'abord un État, refonder un État chez nous. Pour cela, on n'a pas besoin qu'on nous dicte ce qui doivent nous diriger. Dès que nous prenons conscience, vous allez voir qu'on se dit, bon, on se tape 10 ans, on n'organise pas les élections, mais on crée des institutions fortes. C'est possible. Mais tu verras, les mêmes Occidentaux vont le manipuler, il devient opposant de pacotille, et c'est toujours ça. Mais qui est derrière Nanga, le président de l'ancienne CENI, qui a clamé haut et fort, s'il est candidat aux élections de 2023, il va briguer à la magistrature suprême, mais il a fait une déclaration récente où il a signalé les résultats des élections ont été le fruit d'un compromis politique. Oui, mais moi, ça ne m'étonne pas que Nanga ait dit ça, parce que dans ce pays-là, nous sommes habitués à l'inexistence de l'État, parce qu'on aurait un État, certaines personnes qui parlent seront en prison, mais on le voit encore occuper d'autres postes plus alléchants, on leur donne plus de responsabilités, alors que partout où ils sont passés, ils ont laissé des cadavres dans des placards. C'est simplement regrettable. Et tout cela, c'est l'absence de l'État. Refondons l'État. N'est-ce pas? Pourquoi Corneille Nanga avoir attendu si longtemps pour se prononcer à propos? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cache? Qui est derrière lui? Moi, je crois que Nanga, c'est un acteur comme tous les autres. On a vu, on les a vus, ils sont nombreux. Ils ont été PDG, ministres, ils ont été, partout ils sont passés, ils ont laissé les cadavres dans le placard, et ce sont ceux-là qui ont droit au chapitre. Qu'est-ce qu'il veut à Félix Tshisekedi, Corneille Nanga? Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il est un acteur, mais vous êtes un acteur politique, vous pouvez y réfléchir là-dessus. Je constate seulement que comme tous les autres, il a droit au chapitre plus que les autres, parce qu'il a occupé de postes, il a suffisamment d'argent, et ça se passe comme ça dans ce pays-là. Et c'est permis de posséder de la sorte, c'est pas contre la loi, ça risque pas de lui créer des problèmes au niveau de la justice. J'ai toujours dit ceci. On serait dans un état digne de ce nom, certaines personnes se retrouveraient en ouf. Il faut voir simplement ce qu'il est en train de faire l'inspection des finances, l'inspection générale des finances. Il a bougé un tout petit peu pour qu'on voie l'argent dans la caisse de l'État, n'est-ce pas? Tout ce monde-là qui crie là sont des gens qui détiennent les biens qui ne leur appartiennent pas. Ils ont pillé l'État, mais ils sont là. Ils croient que ce sont eux qui ont droit au chapitre. Je crois qu'il faut que ça change dans ce pays-là et qu'on puisse refonder l'État, qu'on puisse déterminer la règle exigée et que la justice fasse son travail. Voilà, c'est ça un État. Un président qui a géré la centrale électorale, il ferait mieux qu'un chef de l'État? Vous savez, nous avions en son temps Abbé Malou Malou, que son âme repose en paix, qui a géré la centrale électorale au nom de l'Église catholique, alors que c'est pas l'Église qui l'avait formellement envoyé. Donc, il a pu gérer pour le compte de ce qu'il avait commandité. Religieuse. Et l'Église catholique avait décliné cette responsabilité-là de Malou Malou parce que ce n'était pas son fruit. On en a vu comme ça une autre guide. Bref, l'on voudrait que cet appareil de l'État soit géré par une personnalité neutre, n'est-ce pas? Si l'on est sérieux, qu'on dit, on se met d'accord pour refonder l'État. Je crois que, objectivement parlant, on peut dire, bon, d'accord, Église catholique, envoyez-nous quelqu'un que vous trouvez sérieux, qu'on puisse refonder l'État en partant des élections qui vont se tenir. Vous allez voir que ça va commencer à changer et qu'on aura les élus, les gens qui seront effectivement élus pour que nous puissions
refonder cet État-là finalement, parce qu'il nous faut ça. Qui détruisent exactement la République démocratique congolaise? C'est nous-mêmes. Hein. N'est-ce pas l'homme politique congolais? C'est l'homme politique congolais qui est malléable, qui est corruptible à choix, qui n'est pas constant, qui court derrière ses intérêts, qui ne voit pas l'intérêt du peuple. Voilà, c'est regrettable et c'est comme ça. Et qu'est-ce que la population peut faire pour corriger aussi de sa manière les politiciens véreux? Non, c'est-à-dire, si vous aviez bien compris le pape a fait de la haute politique. Il s'est entretenu avec la jeunesse. Il ne pouvait pas leur dire, leur tenir n'importe quel discours, mais il leur demande de prendre conscience. C'est-à-dire de ne pas, normalement, suivre les pas de la vieille classe politique qui est corrompue, hein, qui est vexatoire. Donc, il faut vraiment sortir du sentier bâti. Voilà pourquoi il faut interpeller la jeunesse pour dire que nous mettons fin aux vieilles habitudes et que pour le moment, nous devons refonder notre État. Voilà. Et à Martin Fayulu aussi, qui n'a pas valé sa langue, il a affirmé Urbi Orbi que sans élection, il faudra une transition sans Tshisekedi. Je soutiendrai toujours qu'il y ait une transition pour refonder l'État. Si on veut refonder l'État, il ne faut pas exclure les autres. N'est-ce pas? Il faut que tout le monde mette la main dans la pâte. Sinon, c'est du haut de là que je m'y mette. J'y reste. Et on n'est pas avec ça. On ne peut pas se dire homme d'État. Qui dit transition, dit dialogue. Absolument. Je soutiendrai, en tout cas chez Chemal. Personnellement, je soutiendrai ça. Et de la part de la société civile, citoyenne, ça a toujours été notre position pour dire que les élections... Et le dialogue au Congo, ça se solde par les partages des gâteaux toujours. Absolument, mais je crois que cette fois-là, il suffit que les acteurs politiques deviennent sérieux et prennent conscience. On peut y arriver, hein? On peut y arriver. Et que les postes, par exemple, politiques, on les donne à la société civile, n'est-ce pas? Et on impose les règles du jeu. Celui qui n'obéit pas, on l'arrête, il fait la prison. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Non, mais je ne sais pas, partager les gâteaux cette fois-ci, ça sera pas facile, hein, parce que je ne vois pas certains politiciens se laisser faire. Il y aura toujours des frustrations. Parce que si aujourd'hui on se le disait, FCC, Union sacrée, se mettre sur la même table, on prend aussi l'opposition pour essayer un peu d'harmoniser le vu. Ça ne va pas marcher. Non, c'est-à-dire, si nous ne sortons pas de notre logique là, le partage des gâteaux, parce qu'on doit préparer les élections futures et se repositionner, on ne sortira jamais de l'auberge. Il faut voir qu'est-ce que nous faisons pour refonder l'État, à travers qui les acteurs de premier plan aujourd'hui, qui sont la cause de notre malheur, se mettent un peu à l'écart, et qui se mettent d'accord pour dire que non, cette fois-là, tel devra faire ceci. On met un peu de côté les politiciens, n'est-ce pas? Nous avons plein de Congolais qui peuvent servir l'État, n'est-ce pas? Qui peuvent servir l'État. Voilà. Pour sa part, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a déclaré dans une émission, il n'a pas, depuis 2022, il n'a pas reçu un rond de la part du ministre Nicolas Kazadi. Oui, c'est de ça. Là, ça devient compliqué. Hein? C'est de ça qu'il est question. Nous savons tous qu'avant... Les élections en RDC, c'est un mythe ou une réalité? Nous savons tous que quand le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a pris ses fonctions, il y a eu prise de bec entre lui et le ministre des Finances autour du marché de la centrale électorale. Vous voyez, ce sont les intérêts personnels des individus et c'est ce que nous déplorons. Vous voyez, c'est ce que nous déplorons. Avec de telles déclarations, vous croyez à des bonnes tenues des élections? Parce que moi, personnellement, je venais de vous le dire tout à l'heure là, que pour moi, ces élections-là aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux qui n'ont pas trouvé de solution, ces élections-là aujourd'hui, c'est une gâchis
C'est une gâchis parce que ça ne change rien. Aller aux élections aujourd'hui, ça pose problème. Ne pas organiser les élections aussi, ça posera problème. Pour moi, et je soutiens le schéma tel que vous avez dit que Fayoul a proposé, qu'on se mette autour de table, non pour partager le gâteau, mais pour refonder l'État. Sans Tshisekedi. Non. Ce qui ne sera pas faisable. Non, ça, ce n'est pas être réaliste. Ça, ce n'est pas être réaliste. Ça, c'est exclure les autres et on ne sortira jamais de l'auberge avec ça. Sans Tshisekedi, ça n'a pas de sens. Sans Kabila, ça n'a pas de sens. Il faut mettre tout le monde. Mettre tout le monde, on met Tshisekedi, on met Kabila et les autres, Martin Fayoulou, sur une table pour se partager des responsabilités pendant la période de transition. Qui aura qui, quoi, et qui n'aura pas quoi? Non, moi je crois plutôt que si les gens doivent se retrouver autour d'une table, c'est pour que chacun puisse, comme ça, dire que je me retire du rôle principal, laissons faire un peu les autres, que nous puissions observer. Et ça sera toujours en défaveur de la population. Non, cette fois-là, la population va se retrouver si on va dans le sens de refonder l'État. Si on se met d'accord pour jeter les jalons de la refondation de l'État, on peut y arriver, ne vous en faites pas. Voilà. Et que les gens acceptent de s'effacer quand même aussi, au profit de l'État. Voilà, merci beaucoup. Actualité toujours, il y a aussi l'opération coup de poing qui continue à susciter des réactions. Les réactions fusent aussi de partout, dans le sens de fustiger la procédure de cette opération lancée par le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka. Il y a des familles qui pleurent. Tous ceux qui étaient Koulouna se sont donnés à exercer des petits commerces. Aujourd'hui, on leur a demandé de quitter le long des artères. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Reprendre leur activité passée ou bien vous proposez quoi? Votre réaction par rapport à l'opération? Pour moi, l'opération coup de poing, c'est une opération que je soutiens, mais je crois qu'ils sont en train de s'attaquer aux effets plutôt que de s'attaquer à la cause. La ville de Kinshasa, si la ville de Kinshasa était gérée, la ville de Kinshasa engendrait comme ça avoir un budget de milliards de dollars. Mais vous vous rendez compte que la ville n'est pas du tout gérée. Et que le travail que fait le gouverneur et son vice-gouverneur, c'est le travail que devait faire les chefs de quartier. C'est pourquoi moi je parle de la décentralisation, la refondation de l'État. N'est-ce pas? La ville de Kinshasa, c'est la ville-province. A le double statut. Ville et puis province. Mais la ville de Kinshasa ne brandit son statut de province que pour réprimer les communes. Les communes sont étouffées. La ville de Kinshasa, qui devait se développer à travers ces communes, les communes sont étouffées. Et vous allez vous rendre compte que le gouverneur de la ville de Kinshasa est plus maire. Il est plus maire de la ville que gouverneur de la province. Et ça pose problème. Et vous allez vous rendre compte que Kinshasa, la partie occupée, la plus occupée, c'est pratiquement le 20% de l'étendue de la ville. Parce que c'est les Maluku sont inoccupés. Alors qu'on pouvait créer d'autres communes modernes avec des normes urbanistiques et désengorger un peu tous ces vieilles communes l'opération coup de poing. Comment? Il faut sursoir l'opération coup de poing. Oui, ça se fait, mais je me dis, après quelques temps, ces gens-là vont revenir, mais on aura englouti autant d'argent pour faire ça. Je crois que ça n'aboutit à rien. Nous devons réfléchir comment gérer la ville de Kinshasa. Moi, en tant qu'expert, après les livres ici, je suis en train de publier les titres de la gouvernance de la ville de Kinshasa, où j'ai fait des propositions. Je vais bientôt tenir une conférence avec les élus de la ville et nous allons débattre de la question, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que les chefs de quartier ne font pas leur boulot, ils sont réduits à rien. Si déjà les bourgmestres ne travaillent pas, que font les chefs de quartier? C'est les chefs de quartier qui pouvaient vous donner les rapports que voilà, par rapport aux normes qui ont été dictées. Est-ce que ces chefs de quartier existent jusqu'à maintenant? Ils existent, mais ils travaillent et puis ils ne font plus leur boulot. Alors que ces quartiers-là, ce sont des entités
importante. Une loi dit que chez nous, une commune, c'est une agglomération de 20 000 habitants. Mais nous avons des quartiers de 1 million d'habitants. Comprenez? Des quartiers, j'ai envie de dire, des quartiers de 1 million d'habitants. Donc, il y a une sous-administration, n'est-ce pas? C'est bien un coup de poing, on fait, mais ça aboutit à quoi? On met un peu de l'ordre pour être, et puis ça rentre. Alors que, si la ville était gérée, cette opération-là serait faite par le chef de quartier, qui surveillerait tous ces gens-là et faisait les rapports à la commune pour la commune veille à ce que ces gens ne reviennent plus. Voilà, merci d'avoir échangé avec vous sur les réalités de notre pays, l'actualité. Monsieur Albert Angbana, qui est de la société civile, nous allons boucler cette émission. Mais en guise de message particulier, les troupes ougandaises en République démocratique du Congo, toujours pour venir en aide par rapport au compromis de l'EAC. Voilà encore des troupes de plus qui viennent cette fois-ci, je ne sais pas, pour soulager l'insécurité, pour bouter dehors l'M23, je ne sais pas. Alors, essayez un peu de nous répondre et puis nous allons conclure un message particulier par rapport à votre ouvrage en peu de mots, parce que nous sommes à la fin. Voilà, tout ça est assez, tout ce que tu veux là, c'est parce que nous n'avons pas un État digne de ce nom. Nous devons fonder l'État, n'est-ce pas? On serait aux lignes de front, le premier, et ces gens-là viendraient plutôt à notre secours. Mais nous avons l'impression que nous n'avons pas une armée suffisamment aguerrie pour faire face à l'agression rwandaise, et ce sont les autres qui prennent les initiatives, et nous sommes en train, à la traîne des autres. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et les conséquences ne peuvent être que ce que nous déplorons là. Pour mettre fin à tout cela, il faut refonder l'État. Nous avons un État en déliquescence, il faut le refonder. La refondation, la responsabilité de la refondation de l'État revient aux acteurs politiques principaux de l'opposition, de la majorité de la société civile. Prenons conscience que nous devons refonder l'État. Laissons un peu de côté nos intérêts partisans et particuliers pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, nous allons refonder l'État, et tout ça, c'est parce que l'État n'existe pas. Voilà, merci. Et ça, il faut le dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et il faut vous dire que l'AFDEL, c'était vraiment un coup pour la liquidation de l'État congolais. Et nous en avons la preuve aujourd'hui. Voilà, merci énormément, M. Albert Angbana Matezimbobo, président de la société civile citoyenne, d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions prévues pour le rendez-vous de ce soir. Vous avez pris l'émission en cours, ne vous en faites pas, la rediffusion ce demain à 12h30 heure de Kinshasa. Vous participez à l'émission, appelez-nous au 081 94 95 181. Vous serez les bienvenus sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous.